J'ai invité ma famille à ma cérémonie de remise de prix. Ma sœur a répondu, nous n'avons pas le temps pour ta récompense inutile, nous allons dîner. Maman a ajouté, ne nous en veux pas. Papa a aimé le message. J'ai souri et j'ai dit, ce n'est pas grave. Cette nuit-là, pendant qu'ils mangeaient, la retransmission en direct a commencé. Et ce qu'ils ont vu à l'écran les a laissés complètement figés. Je m'appelle Hélène Fournier. Et la nuit où ma sœur a qualifié ma récompense de stupide, mon téléphone s'est allumé avec une simple notification qui disait tout sur ma place dans cette famille. J'étais debout dans ma petite cuisine, portant encore mon tablier taché, fixant l'email officiel sur mon ordinateur portable qui annonçait que j'étais sur le point de recevoir la plus grande récompense de ma carrière. Mes mains tremblaient lorsque j'ai ouvert notre discussion de groupe familial et que j'ai tapé « Salut, j'ai des nouvelles. Je reçois une récompense la semaine prochaine. Il y a une cérémonie. C'est retransmis en direct. J'aimerais vraiment que vous puissiez être là. » J'ai regardé les 3 petits points apparaître, puis disparaître, puis réapparaître. Finalement, ma sœur a répondu, nous n'avons pas le temps pour ta récompense inutile. Nous allons dîner ce soir-là. Une seconde plus tard, ma mère a ajouté, ne nous en veux pas, ma chérie. Nous avons déjà fait des réservations. Mon père n'a pas dit un mot. Il a juste aimé le message de ma sœur comme s'il le co-signait. J'ai fixé l'écran pendant une longue seconde, sentant cette brûlure familière dans ma poitrine, celle que j'avais appris à ravaler depuis que j'étais enfant. Puis j'ai pris une grande inspiration, j'ai forcé un sourire, même si personne ne pouvait le voir, et j'ai répondu, ce n'est pas grave. Passez un bon dîner. Ils ont envoyé quelques pouces levés et un emoji qui rit comme si nous venions de nous mettre d'accord sur quelque chose d'anodin, comme si je ne venais pas de les inviter au plus grand moment de ma vie. Cette nuit-là, alors qu'ils trinquaient autour d'un plat de pâtes dans leur restaurant préféré, la retransmission en direct a commencé sur la télévision au-dessus de leur tête. Et ce qui est apparu sur cet écran au milieu de leur petit dîner parfait les a tous figés sur place. Si vous voulez savoir comment cette récompense stupide est devenue la seule chose qu'ils ne pourraient jamais ignorer, continuez à écouter. Je n'ai pas toujours connu ma place dans cette famille aussi clairement. En grandissant à Lyon, en France, je pensais honnêtement que les choses étaient normales, que chaque petite sœur n'était qu'un bruit de fond dans le florilège des moments forts de sa sœur aînée. Ma sœur, Danielle, était la star dès la minute où elle a appris à rejeter ses cheveux en arrière et à sourire pour un appareil photo. Elle avait 5 ans de plus, était bruyante, charmante, le genre de fille qui pouvait transformer une sortie à l'épicerie en une story complète sur Instagram. Mes parents, Robert et Hélène, disaient qu'ils ne faisaient que soutenir sa confiance en elle. Mais la vérité était que notre maison tournait autour de ses humeurs, de ses horaires, de ses crises. Quand Daniel n'a pas été sélectionné dans l'équipe de cheerleading une année, nous avons eu une réunion de famille à ce sujet, suivie d'une glace et d'un discours d'encouragement. Quand j'ai gagné un concours de cuisine au collège avec une simple recette de poulet rôti que j'avais pratiquée pendant des semaines, ma mère a dit « C'est bien, ma chérie », puis s'est tournée pour demander à Daniel comment se passait son projet de groupe. À l'âge de 13 ans, j'avais compris que le seul endroit où je me sentais vu était la cuisine. Vous savez, ces enfants qui disparaissent dans les jeux vidéo? Moi, je disparaissais dans les recettes pendant que Daniel essayait de nouveaux salons de coiffure ou suppliait mes parents de lui donner de l'argent pour un autre voyage de fin de semaine. J'étais collé aux vidéos de cuisine sur une vieille tablette, faisant des pauses et des retours en arrière pour apprendre à couper les oignons sans pleurer ou à faire lever le pain correctement dans une cuisine fraîche de Lyon. J'ai commencé à faire des biscuits et des petits pains à la banane, que je donnais aux voisins juste pour voir le visage de quelqu'un s'illuminer lorsqu'il en prenait une bouchée. Finalement, j'ai commencé à les vendre au marché fermier local le samedi. Je me tenais là, derrière une table pliante branlante avec ma petite pancarte écrite à la main, et des étrangers me disaient, c'est incroyable. Vous avez fait ça vous-même? Et pendant quelques heures, j'avais l'impression de compter. À la maison, cependant, c'était différent. Mon père soupirait sur le temps que je passais à jouer dans la cuisine. Et ma mère n'arrêtait pas de me dire que je devrais être plus comme Daniel et penser à une vraie carrière, quelque chose de glamour ou d'entreprise. Ils écoutaient Daniel parler pendant des heures de son travail dans une boutique branchée et de ses projets de devenir célèbre sur les réseaux sociaux. Mais quand j'essayais d'expliquer une nouvelle recette que je testais, ils hochaient poliment la tête, vérifiaient leur téléphone et changeaient de sujet. J'ai appris très tôt que dans ma famille, ce que j'aimais était considéré au mieux comme un passe-temps, au pire comme une distraction.
Avez-vous déjà ressenti cette piqûre silencieuse de réaliser que les personnes qui sont censées vous connaître le mieux ne vous voient que comme le figurant dans l'histoire de quelqu'un d'autre? Ce sentiment est devenu le carburant qui m'a poussé hors de notre maison et directement vers le seul endroit où ma passion comptait vraiment. Quitter Lyon ressemblait moins à la poursuite d'un rêve qu'à une fuite d'une vie qui n'avait jamais vraiment été la mienne. Quand j'ai été accepté dans un programme culinaire à Paris, mes parents l'ont traité comme si je m'étais inscrite à un camp d'été prolongé au lieu d'une école sérieuse. Daniel a plaisanté, alors, tu vas dépenser tout cet argent juste pour apprendre à couper des légumes. Ma mère l'a fait taire, mais elle souriait en le faisant. Mon père m'a serré dans ses bras à l'aéroport et m'a dit, assure-toi juste d'avoir un plan de secours, d'accord? Tout le monde ne peut pas réussir dans la restauration. J'ai hoché la tête, mais à l'intérieur, je me suis fait une promesse, je ne reviendrai jamais en tant que la fille qu'il pensait juste jouer à la chef. Paris était bruyante, chaotique, et d'une certaine manière exactement ce dont j'avais besoin. Je passais mes journées dans des cuisines chaudes à l'école, mes nuits à travailler à temps partiel dans un petit café qui sentait l'espresso et le pain frais. J'ai brûlé des plats, je me suis coupé les doigts, j'ai pleuré dans des chambres froides, et je me réveillais quand même tous les matins en ayant faim de plus. Un de mes instructeurs m'a recommandé pour un poste dans un restaurant gastronomique dans le Marais dirigé par le chef Antoine Dubois, un nom que je n'avais vu que dans les magazines sur papier glacé auparavant. Travailler pour lui, c'était comme être jeté dans une tempête. Il criait. Il exigeait la perfection, et il remarquait tout. Mais quand il m'a regardé dresser une simple assiette de carottes rôties avec une sauce au yaourt aux herbes que j'avais peaufinée une douzaine de fois, il a fait une pause et a dit, « Tu as un point de vue. Ne le perds pas. » Ces 5 mots ont fait plus pour moi que tous les commentaires, « Sois plus comme ta sœur », que j'avais jamais entendus à la maison. J'ai commencé à expérimenter des façons de rendre la cuisine réconfortante plus légère, plus fraîche, tout en restant satisfaisante. Un soir après le service, j'ai filmé une courte vidéo dans la petite cuisine du personnel, en préparant un burger végétarien grillé avec ma propre vinaigrette maison. Je l'ai posté en ligne sans trop y penser. Une semaine plus tard, la vidéo avait explosé. Les gens me taguaient dans leur recréation, me suppliant de leur donner la recette, me demandant où ils pouvaient acheter la sauce. C'est la première fois que j'ai réalisé que ma nourriture pouvait exister en dehors de la cuisine dans laquelle je me trouvais. J'ai commencé à mettre en bouteille de petites quantités de ma vinaigrette, que je vendais localement sous le nom de la cuisine Fournier. C'était désordonné et petit et loin d'être parfait, mais c'était à moi. J'ai appelé mes parents pour leur dire que ma sauce se vendait très bien sur un marché local. Ma mère a dit, c'est mignon, ma chérie, puis a passé le téléphone à Daniel pour qu'elle puisse me parler d'une nouvelle collaboration avec un photographe local. Comme d'habitude, ma petite victoire n'était qu'un bruit de fond par rapport à ces grands projets. J'ai raccroché, j'ai fixé mon reflet dans la fenêtre sombre de mon petit appartement et j'ai réalisé quelque chose d'important, le monde extérieur commençait à me prendre au sérieux, même si ma propre famille ne le ferait jamais. La cuisine Fournier a cessé d'être juste une activité secondaire le jour où un acheteur d'une chaîne d'épicerie régionale a goûté ma vinaigrette lors d'un salon de l'alimentation et a dit « Nous pourrions mettre ça sur les étagères ». En un an, mes petites productions se sont transformées en véritables séries de productions. Je travaillais toujours des quarts de travail brutaux au restaurant, mais maintenant, pendant mes jours de congé, j'étais en réunion pour discuter des étiquettes, de l'approvisionnement et de la distribution. C'était épuisant d'une manière que mes parents n'ont jamais vue parce que tout ce qu'ils commentaient, c'était les jolies photos que je postais quand quelque chose se passait bien. Un article local a qualifié ma vinaigrette de « le genre de choses qui pourrait changer la façon dont les gens pressés mangent à la maison ». Et cet article a été repris par un plus grand blog culinaire. À partir de là, les choses ont fait boule de neige. La cuisine Fournier a été acceptée dans un programme national qui soutenait les marques alimentaires émergentes. Et soudain, je prenais l'avion pour des conférences, je faisais des démonstrations, je parlais de cuisine réconfortante saine sur de petites scènes dans des salles de bal d'hôtel. C'est ainsi que mon nom s'est retrouvé sur le radar de personnes que j'avais admirées de loin en grandissant. Un après-midi froid, j'étais dans mon petit bureau en train de goûter un nouveau lot quand un email est apparu avec un objet qui m'a fait un nœud à l'estomac, notification de nomination pour la Toque d'Or. Mes mains tremblaient en cliquant dessus. Il ne me nommait pas seulement. Il me disait que j'étais la chef étoile montante de l'année. Il y aurait une cérémonie à Cannes dans un hôtel que je n'avais vu qu'à la télévision, et l'événement serait retransmis en direct sur une chaîne de télévision culinaire nationale. Pendant 1 minute, je suis restée assise là, à fixer l'écran,
à écouter les battements de mon propre cœur. Puis, malgré tout, mon premier instinct a été de le partager avec ma famille. J'ai ouvert notre discussion de groupe, celle qui avait été principalement remplie de selfies de Daniel et des chaînes de messages de ma mère pendant des mois, et j'ai commencé à taper. J'ai expliqué ce qu'était la toque d'or, à quel point c'était important, que la cérémonie aurait lieu la semaine prochaine en direct à la télévision, et à quel point cela signifierait pour moi s'il pouvait soit venir à Cannes, soit au moins regarder la retransmission. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai regardé la petite coche, livrée, apparaître. 3 points sont apparus, ont disparu, sont revenus. Finalement, Daniel a répondu, nous n'avons pas le temps pour ta récompense inutile. Nous allons dîner ce soir-là. Une seconde plus tard, ma mère a ajouté, ne nous en veux pas, ma chérie. Nous avons déjà fait des réservations. Mon père n'a pas dit un mot. Il a juste aimé le message de ma sœur. Un petit pouce levé qui a atterri comme un coup de poing. J'ai fixé l'écran, sentant ce mélange familier de colère et d'engourdissement me monter à la gorge. Pendant une seconde, l'ancienne version de moi voulait supplier, expliquer à nouveau à quel point c'était important. Au lieu de cela, j'ai dégluti difficilement, j'ai forcé mes doigts à rester stables et j'ai tapé, ce n'est pas grave. Passez un bon dîner. Quand ils ont répondu avec quelques émojis et une blague sur le dessert, ça m'a frappé aussi clairement que le jour, s'ils ne pouvaient pas être là pour moi maintenant, au bord du plus grand moment de ma carrière, ils ne le seraient jamais vraiment. Ce que je ne savais pas alors, c'est que l'univers était sur le point de s'assurer qu'il regarde chaque seconde de toute façon. Le soir de la cérémonie, Cannes ressemblait à une autre planète comparée à la grisaille que j'avais laissée derrière moi à Lyon. L'hôtel Martinez était étincelant, tout en sol de marbre et en lustre, et des gens qui sentaient le parfum cher et le succès. Je me tenais dans le hall, serrant mon invitation, vêtu d'une robe noire simple mais élégante pour laquelle j'avais économisé. Et pendant un instant, je me suis senti comme une imposture qui s'était accidentellement égarée dans la vie de quelqu'un d'autre. Puis ils ont épinglé mon badge nominatif, et je l'ai vu en toutes lettres, Hélène Fournier, la cuisine Fournier. J'ai pris une grande inspiration et je me suis rappelé qu'on ne m'avait pas offert ça gratuitement. J'avais mérité chaque ampoule, chaque brûlure, chaque nuit blanche. Dans les coulisses, l'air vibrait de nervosité et de lac. J'ai aperçu des chefs que je n'avais vus qu'à la télévision. Des présentateurs répétant leurs textes, des caméramans faisant le compte à rebours à voix basse. Le chef Antoine avait pris l'avion et m'avait trouvé près des fontaines à eau, me serrant rapidement dans ses bras. Quoi qu'il arrive là-bas, a-t-il dit doucement, tu as ta place dans cette pièce. Ne l'oublie pas. Ils nous ont alignés par catégorie, et quand ce fut le tour de l'étoile montante, mon cœur battait si fort que j'entendais à peine le présentateur parler. Quelque part dans un autre fuseau horaire, ma famille était assise à une table de leur bistrot préféré à Lyon, le bistrot vert, commandant du vin et se disputant au sujet des hors-d'œuvre. Je le savais parce que Daniel avait posté un boomerang de leur verre qui s'entrechoquait avec la légende, soirée dîner en famille, à peine 1 heure plus tôt. Aucune mention de moi, aucune mention de la cérémonie. La voix du présentateur a traversé mes pensées. Et la chef étoile montante de l'année pour la toque dorée. Il y a eu une petite pause qui a semblé durer une éternité. Point Hélène Fournier de la cuisine Fournier à Paris. La salle a éclaté en applaudissements. Pendant une seconde, je n'ai pas pu bouger. Puis mes jambes se sont souvenues comment marcher et je me suis retrouvé sur scène, les lumières brûlantes sur mon visage, un trophée soudainement lourd dans mes mains. Le présentateur s'est penché et a murmuré, souriez. Il passe en direct. Et quelque part au fond de moi, une petite version de moi se tenant derrière une table de marché fermier branlante a fondu en larmes. J'ai prononcé mon discours, court et tremblant, mais honnête. J'ai parlé de grandir en ayant l'impression que ce que j'aimais était un passe-temps, de vouloir faire de la nourriture qui ne faisait pas que les gens se sentent coupables ou exclus. J'ai remercié les personnes qui avaient cru en moi quand c'était plus facile de ne pas le faire. Je n'ai pas mentionné ma famille. Quand j'ai quitté la scène, mon téléphone dans ma pochette a vibré si fort qu'il semblait vouloir s'échapper. Je l'ai ignoré. Je ne savais pas qu'à ce moment précis à Lyon, la télévision au-dessus du bar du bistrot vert venait de passer à la couverture en direct de la cérémonie par la chaîne culinaire. Le restaurant était animé, rempli de bavardage et du tintement des couverts lorsque la voix de l'annonceur a percé le bruit. À suivre, notre chef étoile montante de l'année. Une jeune femme qui a commencé sur les marchés fermiers de Lyon, en France, et qui change maintenant la façon dont les gens pressés mangent à travers le pays.
La caméra a coupé sur mon visage sur scène, mon nom en lettres énormes au bas de l'écran. Hélène Fournier, a dit clairement le présentateur. De la cuisine Fournier. À la table sous la télévision, la fourchette de mon père s'est figée à mi-chemin de sa bouche. Ma mère a lentement tourné la tête vers le haut, les yeux écarquillés. Le verre de vin de Daniel s'est arrêté juste avant ses lèvres alors qu'elle plissait les yeux vers l'écran comme si son cerveau refusait d'accepter ce que ses yeux voyaient. Autour d'eux, les gens ont commencé à murmurer. Un serveur a jeté un coup d'œil de la télévision à leur table, faisant le rapprochement. Quelqu'un au bar a dit « Attendez, n'est-ce pas votre fille ? Ne venez-vous pas de dire qu'elle était à l'école de cuisine ou quelque chose comme ça ?» Un autre client a sorti son téléphone et a commencé à filmer le moment, capturant la seconde exacte où mes parents ont réalisé que la récompense qu'ils avaient qualifiée d'« inutile » était diffusée au-dessus de leur tête à tout le restaurant. À la télévision, je souriais et je tenais mon trophée, remerciant tous ceux qui avaient soutenu mon parcours. À table, ma famille était assise dans un silence stupéfait, piégée sous ce même écran lumineux, sans nulle part où regarder et nulle part où se cacher. Et ce n'était que le début de leur cauchemar. Au moment où je suis retourné dans ma chambre d'hôtel ce soir-là, mon téléphone avait l'air de vouloir brûler un trou dans ma pochette. Je l'ai finalement jeté sur le lit, j'ai enlevé mes talons et j'ai ouvert l'écran. La discussion de groupe avec ma famille était en haut, illuminée par plus de notifications que je n'en avais vues depuis des années. Il y avait aussi des tags Instagram, des mentions Twitter, des messages directs de personnes à qui je n'avais pas parlé depuis le lycée. J'ai tout ignoré sauf la discussion de groupe et je l'ai ouverte. C'était le chaos. Ma mère avait écrit « Hélène, nous venons de te voir à la télé. Pourquoi ne nous as-tu pas dit que c'était si important ?» Mon père a dit « Ta mère et moi sommes sous le choc. » Tout le monde au restaurant t'a reconnu. Le propriétaire a monté le volume. Les messages de Daniel étaient les plus frénétiques. Hélène, qu'est-ce qui se passe? Les gens nous filmaient au dîner. Un autre. Pourquoi n'as-tu pas dit que c'était la toque d'or? Sais-tu à quel point j'ai eu l'air stupide? Puis une capture d'écran de son Instagram. Des dizaines de commentaires sous son boomerang du dîner. Des choses comme « Est-ce la sœur qui a manqué la cérémonie de remise des prix de sa propre famille ?» et « Imaginez appeler la toque d'or de votre sœur inutile ». Quelqu'un avait déjà posté une vidéo du bistrot vert sur TikTok. La légende disait « Quand vous manquez la récompense inutile de votre sœur et que vous finissez par la regarder gagner une toque d'or à la télévision du restaurant ». Le clip montrait la télévision au-dessus du bar, mon discours en cours de diffusion, puis zoomait maladroitement sur la table de ma famille, leur visage pâle et figé. La vidéo avait déjà des centaines de milliers de vues et continuait de grimper. Pendant que je faisais défiler, une autre vidéo est apparue, cousue à la première. C'était un ancien clip de la page de Daniel qu'elle avait clairement oublié, où elle était assise dans l'arrière-salle de sa boutique, portant son cordon de travail, riant face à la caméra. « Ma petite sœur pense qu'elle va changer le monde avec de la vinaigrette », avait-elle dit en levant les yeux au ciel. Jean, ma fille, c'est la vraie vie, pas une émission de cuisine. Ta sauce santé ne va pas payer les factures. La section des commentaires sous celui-ci était brutale. Les gens ont tagué la marque pour laquelle elle travaillait. Ils m'ont tagué. Ils ont utilisé des mots comme jalouse, méchante fille et drapeau rouge ambulant. J'étais encore en train d'assimiler tout ça quand mon téléphone s'est allumé avec le nom de Daniel qui appelait. Je l'ai fixé jusqu'à ce qu'il s'arrête, puis j'ai regardé un autre texto arriver, décroche, s'il te plaît. Une partie de moi, l'ancienne partie qui voulait toujours arranger les choses, a presque rappelé. Au lieu de cela, j'ai posé le téléphone et je suis allé me démaquiller. Quand je lui ai finalement répondu le lendemain matin, c'est parce qu'elle m'attendait dans le hall de l'hôtel. Je l'ai repérée avant qu'elle ne me voie, recroquevillée sur une chaise, les yeux rouges, les cheveux tirés en un chignon désordonné au lieu d'être parfaitement coiffée comme d'habitude. Quand elle a levé les yeux et m'a vu, elle s'est levée si vite que son café a failli se renverser. Hélène, dit-elle, la voix brisée. Dieu merci. Nous avons marché jusqu'à un coin tranquille, et pour une fois, elle ne s'est pas lancée dans une histoire sur elle-même. Elle a juste lâché, j'ai été viré. J'ai cligné des yeux. De la boutique? Elle a hoché la tête, déglutissant difficilement. Ils ont dit que les vidéos donnaient une mauvaise image de la marque. Ils ont dit que je me suis moqué de toi. Que je me suis moqué des gens qui essaient de manger sainement. Et maintenant,
ils reçoivent des messages directs et de mauvaises critiques. Ils m'ont fait emballer mes affaires devant tout le monde. Un rire amer m'a échappé avant que je ne puisse l'arrêter. Alors maintenant, ma sauce santé affecte ta vraie vie, hein? Elle a tressailli comme si je l'avais frappée. Je sais que j'ai été horrible, dit-elle rapidement. J'étais jalouse, d'accord? Tu t'es vraiment accroché à quelque chose. Tu as vraiment réussi. Je ne pensais tout simplement pas que ça importerait. Je ne pensais pas que tu irais aussi loin. Elle s'est essuyé les yeux, faisant couler son mascara. Je suis désolé. Je suis vraiment, vraiment désolé. J'ai besoin de repartir à zéro, et j'espérais que peut-être tu pourrais, je ne sais pas, me présenter à quelqu'un. M'aider à trouver un travail dans ton monde. Voilà, pas seulement des excuses, mais une demande. L'ancienne Hélène aurait cédé. Au lieu de cela, j'ai senti un calme s'installer en moi. Daniel, dis-je doucement, pendant des années, mon travail a été une blague pour toi. Mes plus grands objectifs étaient les mignons ou inutiles. Tu n'es pas la raison pour laquelle j'ai créé la cuisine Fournier, et tu ne seras pas la raison pour laquelle il embauchera qui que ce soit. Elle m'a regardé, stupéfaite. Alors, tu vas juste me laisser couler? J'ai secoué la tête. Non, je vais te laisser nager seul pour une fois. Ses yeux se sont remplis de nouvelles larmes, mais je n'ai pas détourné le regard. J'ai fini d'être la figurante dans ton histoire, ai-je ajouté. Et je ne vais certainement pas laisser ma carrière devenir ton plan de secours maintenant. Quand Daniel est resté là avec ses yeux tout rouges, j'ai réalisé que c'était la première fois que je lui parlais sans me rabaisser. Nous sommes restés là, dans ce coin tranquille de l'hôtel pendant une seconde, à écouter le bourdonnement de la climatisation et les voix étouffées venant du hall. Puis elle a laissé échapper un souffle et a fixé ses chaussures. Tu as changé, a-t-elle dit. J'ai haussé les épaules. Pas vraiment. J'ai juste arrêté de prétendre que ce que tu dis ne me blesse pas. Elle a eu ce petit rire sans humour. Alors quoi maintenant? On fait juste semblant de ne pas être sœurs? J'ai secoué la tête. Non, nous sommes toujours sœurs, mais j'ai fini d'essayer de te prouver quoi que ce soit. Je vais me concentrer sur ma vie et tu vas assumer tes choix. C'est tout. Je n'ai pas dit, comme la nuit dernière, mais nous savions toutes les deux ce que je voulais dire. La conversation s'est terminée dans cet espace étrange et inachevé. Je lui ai fait un rapide câlin, plus par habitude que par réconfort, puis je me suis dirigé vers l'ascenseur. Alors que les portes se refermaient, je la regardais devenir de plus en plus petite, et pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas senti coupable de m'éloigner. Les semaines qui ont suivi la remise des prix ont été un flou. Une fois que cette émission a été diffusée, la cuisine Fournier est passée de « marque de niche cool » à « tout le monde parle soudainement de vous ». Ma boîte de réception était folle. Demandes de presse, offres de collaboration, investisseurs aléatoires qui voulaient une part de ce qu'ils pensaient que j'avais. L'un d'eux était Laurent Pierre, un gars que je n'avais vu que citer dans des articles sur les startups de l'alimentation et des boissons. Nous nous sommes rencontrés dans ce petit café de Cannes qui semblait tout droit sorti de Pinterest. Et après quelques banalités, il a posé son téléphone face contre table et est devenu sérieux. Hélène, a-t-il dit, les gens n'achètent pas seulement votre vinaigrette, ils achètent votre histoire. Avez-vous pensé à leur donner un endroit pour y vivre réellement? Pas seulement un produit, mais un espace. J'ai pensé à tous ces matins au marché fermier de Lyon, debout derrière cette table pliante bancale, espérant que quelqu'un s'arrêterait pour essayer un échantillon. J'ai pensé à toutes les fois où ma famille a balayé mes recettes comme une phase que je finirais par dépasser. Maintenant, quelqu'un parlait de ma nourriture comme si c'était un monde entier. Oui, ai-je dit, j'y ai pensé. Je n'ai juste jamais pensé que j'aurais la chance si tôt. Laurent a souri. Ce n'est pas de la chance. C'est ce à quoi ça ressemble quand des années de travail apparaissent enfin sur le radar des autres. Alors, nous avons commencé à construire. Ce n'était pas glamour. Il y a eu de longues réunions qui n'ont mené nulle part, des ébauches de menus qui ne semblaient pas bonnes, des budgets qui me donnaient mal à la tête et des planches de design qui ont été déchirées et recommencées. Mais pour une fois, je n'avais pas l'impression de traîner tout le monde avec moi. J'avais une équipe qui croyait vraiment en ce que je faisais. Ils ne traitaient pas mes idées comme un passe-temps mignon. Ils les traitaient comme une marque. Lorsque le premier restaurant La Cuisine Fournier a finalement ouvert ses portes à Cannes,
je suis entré avant l'ouverture des portes et je suis resté là 1 minute, à tout absorber. Des tables en bois chaleureux, une cuisine ouverte où les clients pouvaient voir chaque assiette être préparée. Des étagères garnies de mes sauces comme de petits soldats. J'avais l'impression que ma petite cuisine d'enfance et cette table de marché fermier et chaque quart de travail de fin de soirée à Paris avaient été fondus et versés dans un seul espace. Pour la semaine d'ouverture, nous n'avons engagé aucun influenceur ni organisé de fête de lancement démesurée. J'ai posté une simple vidéo, si quelqu'un vous a déjà dit que la chose que vous aimez est inutile, cet endroit est pour vous. Les réservations se sont remplies plus vite que je ne l'aurais cru possible. Les gens ne venaient pas seulement pour manger, ils venaient pour parler. Ils m'ont parlé de quitter des emplois de bureau pour faire de la pâtisserie, d'être ridiculisés pour peindre, streamer, écrire, concevoir. Ils ont parlé de membres de leur famille qui levaient les yeux au ciel devant leurs rêves. Ils se sont assis à mes tables, ont mangé ma nourriture et m'ont regardé comme si j'étais la preuve que peut-être, juste peut-être, ils n'étaient pas fous de se soucier de ce qu'ils aimaient. Un soir après la fermeture, j'étais assise au bar à parcourir mes emails, picorant dans un bol de pâtes restantes quand mon téléphone a vibré. C'était ma mère. Depuis la remise des prix, elle envoyait de longs textos, des excuses, des mises à jour, des histoires sur des gens de son école qui se vantaient de m'avoir vu à la télévision. Je répondais toujours poliment, mais je restais en surface. Cette fois, j'ai répondu. « Tu es occupé ?» a-t-elle demandé, d'une voix plus basse que dans mon souvenir. « Je suis toujours au restaurant, » ai-je dit. « Mais nous avons presque fini de nettoyer. » Elle a pris une grande inspiration. Un parent est venu me voir aujourd'hui. Leur fille veut se lancer dans les arts culinaires et ils craignent qu'elle n'y arrive pas. J'ai commencé à leur parler d'une fille de Lyon qui vendait des produits de boulangerie au marché fermier et qui vient de gagner une toque d'or. Elle a fait une pause. Je leur ai parlé de toi. Je me demandais si tu serais prête à lui parler un jour, peut-être par Zoom. Je suis resté assise là 1 seconde, à regarder les rangées de verres suspendus à l'envers au-dessus du bar. Il fut un temps où ce genre de choses m'aurait fait pleurer sur le champ. Maintenant, tout ce que je ressentais, c'était cette chaleur constante. Oui, ai-je dit, je peux faire ça. Demande-lui d'envoyer un email à mon équipe et nous nous organiserons. Je l'ai entendu laisser échapper un souffle comme si elle l'avait retenu toute la journée. Merci, a-t-elle dit. Puis, après un temps, je sais que j'ai beaucoup gâché, Hélène. Je ne m'attends pas à ce que tu oublies tout, mais j'essaie de faire mieux. Vraiment. Il y a quelques années, ces mots m'auraient terrassé. Cette fois, ils se sont installés doucement. Je sais que tu essaies, ai-je dit, et j'apprécie, mais tu dois comprendre que j'ai construit une vie qui ne dépend pas du fait que tu crois en moi. Je ne suis plus cet enfant qui supplie d'être vu. Ma mère a eu ce petit rire tremblant. Je crois que c'est peut-être la première fois que je comprends vraiment ça, a-t-elle dit. Après cela, les choses avec mes parents ne sont pas devenues magiquement parfaites, mais elles sont devenues normales d'une manière qu'elles n'avaient jamais été. Mon père a commencé à m'envoyer des photos de repas qu'il cuisinait à partir de mes vidéos. Mauvais éclairage, dressage désordonné, légende comme « réussi » avec 3 pouces levés. Je le taquinais, mais sous les blagues, j'étais sincèrement fier de lui d'essayer. Quant à Danielle, elle s'est faite discrète après notre rencontre à l'hôtel. J'ai eu des bribes d'informations de ma mère. Elle avait déménagé de son appartement chic du centre-ville, trouvé un appartement moins cher, pris un emploi dans le commerce de détail dans un magasin ordinaire sans éclairage annulaire, sans vêtements gratuits, sans événements de marque. La vraie vie, sans filtre. Des mois plus tard, un email est apparu dans ma boîte de réception d'une adresse que je ne reconnaissais pas. L'objet disait simplement « C'est moi ». C'était de Danielle. Elle n'a pas cherché d'excuses. Elle m'a raconté ce que ça faisait de vider son bureau pendant que ses collègues regardaient. Elle a écrit sur le fait d'être assise seule dans un appartement plus petit, réalisant pour la première fois que les likes et les vues n'allaient pas payer le loyer. Elle a dit qu'une de ses nouvelles clientes, une femme plus âgée, est entrée en parlant de la façon dont elle avait commencé à manger plus sainement grâce à cette jeune femme à la télévision qui fait une vinaigrette qui n'a pas le goût d'une punition, et à quel point elle était fière de cette fille. Je savais qu'elle parlait de toi, a écrit Danielle. Je suis resté là, hochant la tête et pensant, j'ai un jour qualifié cette récompense de stupide. Je ne m'attends pas à ce que tu arranges quoi que ce soit pour moi. Tu ne me dois pas un travail, une mention ou une seconde chance.
Si tu ne réponds jamais à cet email, je comprendrai. Je voulais juste que tu saches que je vois ce que j'ai fait maintenant. Et j'essaie d'être quelqu'un qui ne démolit pas les autres simplement parce qu'elle a peur de ne jamais être à la hauteur. Je n'ai pas répondu tout de suite. L'ancienne moi se serait précipitée pour répondre, pour réconforter, pour recoller les morceaux. La version de moi qui a signé cet email, Hélène Fournier, chef fondatrice, savait que je n'avais pas à le faire. Je n'étais pas intéressé par la vengeance pour la vengeance. Le but n'était pas de regarder Daniel souffrir. Le but était que, finalement, les gens devaient vivre avec la réalité qu'ils avaient créée. Un soir, après un service chargé, j'ai installé mon téléphone sur le bar et j'ai appuyé sur enregistrer, prévoyant de filmer une recette rapide. Mais ce qui est sorti à la place était quelque chose d'autre. Beaucoup d'entre vous m'ont envoyé des messages disant que votre famille pense que votre rêve est stupide, ai-je commencé. Ils appellent ça une phase, un passe-temps, une perte de temps. J'aimerais pouvoir vous dire que si vous travaillez assez dur, ils changeront d'avis immédiatement, mais ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe. J'ai parlé de grandir dans une maison où la chose que j'aimais le plus était traitée comme un bruit de fond. Je n'ai pas traîné ma famille par son nom, mais je n'ai pas non plus édulcoré ce que j'ai ressenti. Voici ce que j'ai appris, ai-je dit. Parfois, les gens qui sont censés croire en vous ne le font tout simplement pas. Pas tout de suite. Peut-être jamais. Cela ne signifie pas que votre rêve est mauvais. Cela signifie que vous devrez peut-être le planter ailleurs d'abord. Sur un marché, dans un petit studio, sur une petite chaîne YouTube, peu importe à quoi cela ressemble pour vous. Je leur ai raconté avoir vu mon visage apparaître sur une télévision dans un restaurant où ma propre famille était allée pour éviter ma récompense inutile. Je leur ai dit ce que j'avais ressenti, pas de manière mesquine, mais de manière, c'est la vraie vie. La vengeance la plus douce n'est pas de les regarder s'étouffer avec leurs mots, ai-je dit. C'est de construire une vie si solide que leur opinion cesse d'être le centre de votre univers. Quand vous êtes sur vos deux pieds, soit ils s'adaptent, soit ils ne le font pas. Cette partie dépend d'eux. Votre travail est de continuer à cuisiner, à écrire, à dessiner ou à construire. Quelle que soit votre version de la vinaigrette. Cette vidéo a été partagée partout. Les gens ont tagué leurs frères et sœurs, leurs parents, leurs partenaires. Certains commentaires provenaient d'enfants qui me ressemblaient beaucoup à 13 ans. D'autres provenaient de parents disant qu'ils repensaient à la façon dont ils parlaient à leurs enfants. Chaque commentaire ressemblait à une petite preuve que rien de tout cela n'avait été pour rien. Les longues nuits, les rires dédaigneux, les années à être la figurante dans ma propre histoire. Quelques semaines plus tard, après avoir fermé un soir, je me suis retrouvé seul dans la cuisine. Les lumières tamisées, tout essuyé et à sa place. Les casseroles étaient suspendues en une rangée soignée. Les étagères étaient garnies de bouteilles de la cuisine Fournier. La salle à manger au-delà du pass était silencieuse pour la première fois de la journée. J'ai pensé à cette version enfant de moi à Lyon, planant dans l'embrasure de la porte pendant que ma sœur parlait plus fort que moi, se faisant dire de sortir de la cuisine et de laisser maman travailler. Si j'avais pu entrer dans ce moment, j'aurais posé mes mains sur ses épaules et lui aurais dit « Reste. Continue de remuer. Continue de goûter. Un jour, les gens feront la queue pour manger ce que tu prépares. Un jour, la même chose dont ils se sont moqués sera la chose qui changera tout. Et peut-être que c'est la vraie leçon enfouie dans tout ce drame et ce désordre familial. Parfois, les dernières personnes à croire en vous sont celles qui auraient dû être les premières. Vous n'avez pas à les attendre. Vous êtes autorisé à construire une vie, une entreprise, une histoire qui a du sens pour vous, même si cela leur semble ridicule. S'ils finissent par changer d'avis, c'est génial. S'ils ne le font pas, c'est toujours vous qui entrez